Et lorsqu'on parle actuellement de souveraineté de données, c'est parce que la donnée, c'est de l'or noir. Au début, pour nous, c'était juste du contenu que nous poussions. Au fur et à mesure, on s'est rendu compte que c'est de l'or que nous avons. Nous nous sommes rendus compte que chaque ligne d'un seul producteur représente une information de taille qui peut être valorisée pour améliorer une prise de décision, que ce soit au niveau institutionnel comme au niveau du producteur. Et nous allons en parler plus. Mais pour nous, cette souveraineté a toujours été au cœur de notre fonctionnement, parce que ce qui parle de souveraineté de données parle de type de collecte, stockage, utilisation et valorisation. Merci. Vous êtes en train de démarrer le truc. Et c'est très bien. C'est bien lancé. Oui. Merci beaucoup, Mme Kébé. Merci beaucoup, monsieur le professeur, de m'avoir donné la parole. Moi, je me nomme Ousmane Sissé, je suis ingénieur informaticien titulaire d'un master en informatique au niveau de l'université. J'ai eu à faire un parcours au niveau du ministère de la Santé, c'est là-bas qu'on m'a recruté en tant qu'analyste programmeur. On a eu à développer énormément de programmes sur les données sanitaires. Et après, j'ai rejoint le ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines en tant que coordonnateur. Et comme vous le savez, la gouvernance des données, c'est un thème central en ce moment et c'est un thème actuel. Et nous sommes au cœur de cela parce que le ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines est un peu le moteur de la croissance économique au Sénégal. Et on va discuter sur le langue institutionnelle, comment les données, comment on doit faire par rapport à cette souveraineté des données, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux à ce niveau-là. On va développer cela. Merci beaucoup. Alors maintenant, je vais laisser la parole à professeur Meissa, donc qui va certainement enchaîner donc, par une première question, voilà, qui lui permettrait en 5 minutes de camper justement les aspects conceptuels et en même temps aussi, il va nous dire sous quel angle d'attaque il voudrait aborder le thème. Merci beaucoup, professeur Niang. Je commence par remercier l'EPT de m'avoir convié à cet événement, à ce panel. Je salue mes copanélistes. Et je félicite aussi l'EPT parce que dans ma formation et ma culture, l'université, c'est la formation et l'animation. Et la partie animation, parfois, on la sous-estime, mais c'est très important parce que ce sont des occasions où des étudiants et des élèves rencontrent des sommités. Je m'appelle professeur Meissa Mbaye, je suis enseignant-chercheur à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Je salue mon co-Sanarois. À chaque fois qu'on se voit, les Sanarois. Sanarois un jour, Sanarois toujours. Professeur Niang ne va pas être content, mais... alors, je suis aujourd'hui ici en tant que président de l'ASCI, l'Association sénégalaise des chercheurs en informatique. C'est une association qui s'occupe principalement de 3 choses. La première, c'est de regarder quelles sont les compétences en informatique qui manquent au Sénégal et de tout faire pour l'implémenter dans les universités et les écoles. La deuxième, c'est de promouvoir la recherche en informatique qu'on produit au Sénégal. Ça permet de pouvoir avoir plus de visibilité, maintenant ça tient. Et c'est à travers une conférence qu'on vient de terminer la semaine dernière, la CNRIA. On est à la 15e édition. Je pense qu'il n'y a aucune conférence au Sénégal scientifique qui a 15 éditions. Ensuite, le dernier point, c'est de promouvoir la relation université-entreprise. Parce que très souvent, on forme les étudiants, ils vont en entreprise, mais après, il n'y a pas ce cycle que peut-être que l'EPT, les écoles, parviennent à faire mieux que les universités, mais on essaie de faire ça. Alors, ce sur quoi je voudrais commencer mon propos, je pense que c'est pour ça que le prof m'a donné, c'est pour d'abord dire de quoi on parle. Parce que quand on dit souveraineté, on parle données, ce serait bien de savoir de quoi on parle. Quand je prends le Sénégal en termes d'entreprise, en termes d'entité, avec les entreprises et les universités et l'État, si je dis hier,
les données qu'on collectait sont principalement de trois types. La première catégorie, ce sont des données, on va dire, de type gestion. Ce sont les données qui viennent de l'État, l'état civil, les passeports et tout. On récupère vos données. Ça, ce sont en général des données d'identification. La deuxième, c'est auprès des entreprises. Les entreprises récupèrent des données, mais ce sont des données d'identification, mais aussi des données clientes. Et l'application qu'ils en font, c'est du CRM. C'est pour mieux adapter le produit au client. En fait, les données qu'on collecte permettent de créer de la valeur ajoutée. Et enfin, on a des données qui sont collectées pour pouvoir sécuriser, qui sont des données de sécurité. Par exemple, c'est l'État qui collecte des renseignements, ce sont des données qui concernent des personnes, mais ce sont des données, ces données ne sont presque jamais publiées officiellement. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? C'est qu'avec l'arrivée du smartphone et des applications, on ne collecte pas seulement vos identités. Parce que les identités, en réalité, ça n'a pas tant de valeur que ça. Mais ce qui est important, c'est votre activité. Quand vous vous levez, qu'est-ce que vous faites? Où est-ce que vous allez? Qu'est-ce que vous achetez? Qu'est-ce que vous aimez regarder? Qu'est-ce que vous aimez écouter? Comment vous aimez passer votre temps? Et quand on parle aujourd'hui de protection des données, au-delà de la partie des données qui doivent être protégées, c'est ça l'enjeu d'aujourd'hui. Parce que les données sont collectées non pas pour ajouter de la valeur à un produit, mais ce sont des données qui sont collectées parce que ce sont des données. Et c'est problématique parce qu'on l'utilise pour manipuler le comportement des gens, soit pour qu'ils achètent quelque chose, soit pour qu'ils fassent autre chose. Alors, ensuite, la manière de collecter les données aussi a évolué. Parce que très souvent, dans les entreprises, c'était un formulaire. Quand vous voulez un passeport, on collecte vos données. Mais aujourd'hui, sur vos smartphones, on vous propose un bouton « oui », « non », et après, on collecte des données que vous ne savez pas. Et je vais donner quelques exemples pour que vous vous rendiez compte à quel point c'est problématique. Le premier, c'est une application qu'on appelle Truecaller. Truecaller, c'est une application, quand vous composez un numéro de téléphone, il va vous dire, ou quand quelqu'un vous appelle, il va vous dire le nom de la personne. Mais beaucoup ne se posent pas la question, comment Truecaller faire pour avoir ces données-là? En réalité, il va poser la question à la première personne qui souhaite l'utiliser en lui disant, est-ce que vous m'autorisez à avoir accès à votre répertoire? Si vous répondez par oui, de fait, toutes les personnes qui sont dans votre répertoire se retrouvent dans Truecaller sans avoir donné le consentement. Ça devient problématique quand le numéro de téléphone du président de la République se trouve à l'intérieur de Truecaller. Oui, ça se trouve dedans. Et sans peut-être qu'il ne soit au courant. Bon, pour le président du Sénégal, donc on peut peut-être... Mais le test a été fait en France que des numéros secrets qui sont inconnus, même des opérateurs, se sont retrouvés à l'intérieur de plateformes telles que Truecaller. Donc ça, c'est le premier exemple de mode de collecte. Le deuxième exemple que je voulais donner, c'est aujourd'hui, l'État du Sénégal, pour avoir accès à nos empreintes digitales, a besoin qu'on se déplace dans les polices et gendarmeries pour pouvoir les collecter. Mais Apple et... comment dire ça encore? Apple et Google, aujourd'hui, à travers Android et iOS, ont la plus grande base de données d'empreintes digitales et de reconnaissance faciale du Sénégal. Donc, le problème, il est là. Et je vais terminer par un dernier exemple qui va nous dire de quoi on parle exactement. Excusez-moi. Alors, le troisième exemple que je voulais donner, c'est l'exemple de Covid tracking. Durant la période de la pandémie de Covid-19, une application avait été développée, principalement en France et en Chine. Bon, il y a beaucoup de pays qui n'ont pas donné l'autorisation de le faire, pour pouvoir déterminer les cas contacts. Les cas contacts. Alors, cette application, ils ont réfléchi sur comment est-ce qu'on doit l'implémenter de telle sorte à le déployer facilement. En France, ils ont décidé qu'ils vont directement parler à Apple et à Google pour qu'ils puissent l'implémenter directement dans iOS et
le déployer. Alors cette application s'est retrouvée sur mon smartphone et les autorités, très souvent, quand j'en rencontre, j'essaie de voir dans leur téléphone rapidement s'ils l'ont. Donc une application qui est déployée et autorisée en France s'est retrouvée déployée à l'intérieur de téléphones d'autorités du Sénégal parce qu'on se fournit là-bas. Et les appareils aussi qui viennent de la Chine ont aussi eu ce déploiement parce que la Chine a autorisé le déploiement. Hein? Alors, tout ça pour dire quoi? Je vais terminer sur ça. Quels sont les enjeux? Les enjeux, c'est l'usage que les entreprises font de nos données, qui collectent les données, c'est principalement pour créer de la valeur ajoutée. Mais le problème de la collecte des données et de l'anonymisation, c'est principalement des plateformes qui sont hors du Sénégal, hors de notre plateforme. Et donc, du coup, si on crée de la législation, on est en train de combattre des plateformes qui sont hors du Sénégal, donc hors de portée de notre juridiction, au risque de tuer l'activité d'innovation qui est sur place. Et ça, je pense que c'est la question centrale qu'on doit se poser. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur. Merci pour ces propos introductifs. D'accord, ok. Merci. Bienvenue, M. Soumaré. Alors, merci pour ces propos introductifs qui me permettent d'introduire M. Camara, parce que le professeur Messa a non seulement dans son discours défini les différentes typologies de données, donc parmi ces données même, il y a les données stratégiques, donc qui sont très chères à l'État, même les données de sécurité, les données de défense. Mais aussi, nous avons les données biométriques, donc, dont il a évoqué une partie. Donc, parmi ces données-là, vous avez les données génomiques, donc, qui sont collectées par notamment les laboratoires d'analyse et qui en collectent beaucoup. Alors, ceci pose la question de la réglementation. Présentement, il y a un projet de loi d'orientation sur les données et leur sécurisation au Sénégal. Donc voilà, je pense que c'est tout fait, la transition, pour donner la parole à M. Camara pour qu'il puisse nous parler en fait des aspects juridiques liés à la souveraineté des données et au statut de données. M. Camara. Merci, monsieur le modérateur. Bon, pour un peu camper le débat, je vais partir du témoignage d'un de mes partenaires qui évolue dans le secteur du oil and gas. Par un message anodin, Google lui a demandé la confirmation de son identité. C'est une routine pour lui. Donc, il a appuyé sur OK. Et puis, Google lui dit, vous n'avez plus accès à vos données. Donc, pendant 4 jours, il a plus accès à pratiquement 10 800 contacts qu'il a collectés depuis 2008, 200 gigas de données juridiques, fiscales, financières, état financier, tout. Même son compte Google, même son compte YouTube, il n'y a pas accès. Donc, ce qui nous permet en réalité de constater qu'il y a en quelque sorte une dictature du groupe qu'on appelle GAFAM. Maintenant, on parle de GAMAM parce que Facebook est devenu Meta. Donc, cette dictature un peu pose avec acuité vraiment la question de la souveraineté des données. Et il nous est vraiment heureux de constater qu'aujourd'hui, dans la vision 2050, la souveraineté des données est au cœur. Nous l'avons vu dernièrement avec le New Deal Technology. Nous avons également suivi les directives du président des autorités par rapport à l'utilisation du data center de Diamniadio. Donc, tous ces aspects concourent en réalité à une souveraineté des données. Donc, pour en revenir au sujet objet de notre discussion, on parle de la souveraineté des données à l'ère de la transition numérique entre innovation et sécurité.
je dirais qu'on est un peu dans un contexte d'innovation qui est permanente ou perpétuelle, parce qu'on doit sans cesse se mouvoir dans un monde très évolutif, comme l'a dit le professeur Mbaye avec les cas Covid, etc., parce que c'était pas, ça n'existait pas avant, donc le monde des données s'est adapté. Donc il nous faut innover déjà au plan structurel, il nous faut également innover au plan fonctionnel, parce qu'aujourd'hui on a constaté que la plupart des données, y compris les données sensibles du gouvernement, transitent par WhatsApp. WhatsApp qu'on ne contrôle pas, donc, et qui nous expose en réalité à énormément de risques. Nous avons également la nécessité d'innover au plan académique, et c'est ici également le lieu de poser le débat, parce que quand même nous avons des ingénieurs, et en fait cette souveraineté appelle les écoles, les institutions à adapter leur curricula par rapport à l'évolution. Or, on se rend compte qu'on manque énormément d'ingénieurs, ou le plus souvent, si nos structures en forme, ils préfèrent monnayer leur talent ailleurs. Par exemple, aux États-Unis, il y en a beaucoup de Sénégalais. Au Canada également, lors de mon séjour là-bas, j'ai pu constater qu'ils étaient énormément présents dans ce pays-là. Mais en fait, l'innovation qui nous importe le plus, à nos yeux, c'est un peu la dimension régulatoire, ou disons autorégulatoire, que Edgar Morin a qualifié un peu de dimension hologrammique, parce que ça permet un peu de contrôler et d'équilibrer. Et justement, nous avons la loi sur la protection des données personnelles. Nous avons aujourd'hui le Data Center national. Et aujourd'hui, monsieur professeur Niang l'a évoqué tout à l'heure avec la loi d'orientation qui nous permet vraiment d'aspirer à une souveraineté et à une sécurité de nos données. Ça me permet de transiter vers l'aspect sécurité, parce que l'aspect sécurité, elle doit être sans cesse renouvelée. Aujourd'hui, on constate également avec plaisir qu'on a une agence nationale de la cybersécurité. Et ça me permet un peu de transiter sur l'aspect intelligence économique, parce que quand même, aujourd'hui, la donnée, Madame Kébé en a parlé, c'est devenu l'or noir. Donc, d'un point de vue intelligence économique, les États sont pratiquement en guerre, parce que tout simplement, voilà, il y a ces aspects données, ces aspects informationnels qu'ils arrivent à puiser à travers des piratages, d'autres pratiques qui permettent un peu en fait d'entrer dans le cœur de l'information, étant entendu qu'également en matière de renseignement, on distingue entre l'information, qu'elle soit blanche, grise ou noire, suivant le niveau de sécurité qui est requis. Donc, ce qui nous également renvoie dans cette dimension cybersécurité à l'aspect toujours académique, parce qu'il nous faut sans cesse vraiment renforcer la capacité des acteurs à travers une loi, mais une loi souple, parce que quand même nous, nos contextes africains sont caractérisés un peu par une rigidité légale, avec des lois qui peuvent mettre 30 ans, 40 ans, 50 ans sans être modifiées. Donc, dans notre contexte de souveraineté des données, il nous faut vraiment aller à l'ère de ce qu'on appelle le droit souple pour vraiment refaire la loi, une loi évolutive, une loi qui sait s'adapter au gré des circonstances, mais aussi une loi anticipative. Parce que quand même, la légistique également, c'est un peu ça, savoir anticiper, savoir ouvrir des clous dans le corpus de la loi, pour pouvoir demain, si des situations nouvelles arrivent, qu'on puisse les appréhender à travers la loi. Pour conclure, je dirais, professeur Niang, qu'en fait, un pays qui ne contrôle pas ses données court vraiment un risque dans son destin. Merci. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, merci pour justement ce passage, tour d'horizon autour des aspects juridiques.
Et je rappelle juste que nous avons eu à élaborer une stratégie nationale des données au Sénégal. Donc avec des axes, et c'est essentiellement les acteurs de l'écosystème numérique qui ont eu, et institutionnels qui ont eu à l'élaborer. Ça demande un alignement par rapport au nouveau référentiel. Et justement, l'un des piliers de cette stratégie, c'est l'usage des données. Et comme Mme Kébé est un grand usager des données, je pense qu'elle pourra en même temps aussi évoquer les aspects, vraiment en touchant du doigt les aspects de souveraineté. Parce que nous avons un patrimoine culturel ou immatériel immense qu'on n'arrive pas du tout à valoriser parce que tout simplement nous n'avons pas en fait des systèmes d'acquisition et de sauvegarde de ces données de manière intègre pour qu'on puisse les laisser au profit des générations futures. Les données représentent les ressources, comme nous avons dit tout à l'heure, les ressources naturelles. Ce que nous avons l'habitude de vivre au Sénégal, c'est de laisser nos ressources être exploitées, minées par des étrangers, et les produits finis donc, qui dérivent de ces transformations-là nous reviennent très cher. Typiquement, je parle sous le contrôle du directeur de cabinet, je pense que juridiquement, en réalité, c'est du vol. On est en train de voler les ressources qui sont prévues pour les générations futures. Si on n'arrive pas tout à les transformer, à les valoriser, on n'a qu'à les laisser à ces générations futures. Parce que ce n'est pas pour nous. Nous sommes là que pour un temps bien déterminé. Et je laisse la parole alors à Mme Kébé qui va, à partir de use case, nous entretenir sur surtout l'aspect souveraineté. Est-ce que, véritablement, de par votre vécu, nous pouvons parler de souveraineté des données au Sénégal? Parce que professeur Maïssa et M. Camara ont évoqué le sujet à travers, naturellement, l'utilisation d'API ou de ressources qui nous viennent d'ailleurs et qui ne font pas tout l'objet de contractualisation parce que notre réglementation est assez à fond par rapport à ces sujets-là. Merci. Merci, professeur. En fait, bon, je vais répondre d'abord par un non direct. Nous n'avons aucune souveraineté sur nos données. Je suis entrepreneur et ma plateforme, pour faire du business, a besoin de scaler. Qui dit scaler a besoin de toucher en même temps, en termes de rapidité, de performance, beaucoup de monde et de pouvoir améliorer l'expérience de l'utilisateur. Pour le faire, nous, au début, on a pris des serveurs au niveau local. Donc, toutes nos données sont au Sénégal. On n'a pas voulu que les données que nous collectons auprès de nos producteurs soient à l'extérieur. Mais on se retrouve dans cette notion de scalabilité à dire est-ce que la qualité de service du cloud national nous permet en fait de faire ce que nous voulons faire au niveau international. Parce que lorsqu'on parle de souveraineté, je disais qu'il y a tout cet aspect de stockage, tout cet aspect de collecte, mais tout cet aspect de gouvernance aussi, et la capacité à transformer ces données pour servir réellement cette transformation sociale. Et ce n'est pas des décisions, en fait, cela va, pour moi, nous devons réfléchir sur une vision à 50 ans, à 100 ans, qu'est-ce que nous voulons voir? Parce que c'est ça qui va définir sur quoi nous allons investir. Et les ressources humaines qui sont en train de partir, qui connaissent les qualités internationales requises, doivent revenir pour qu'on n'ait pas besoin de cette qualité que nous offre Amazon, que nous offre Google Cloud, de tout cet accompagnement qui est mis en place pour que moi, en tant qu'entrepreneur, je choisisse de payer $2000, $3000 mensuellement à Amazon pour pouvoir mettre des données sur lesquelles je n'ai aucun pouvoir. Actuellement, c'est ça qui est en train de se passer. Nos startups
on nous recommande d'être sur des plateformes comme Amazon ou Google Cloud, qui ont mis en place des dispositifs de formation de nos propres étudiants pour qu'ils utilisent leur plateforme. Nous, nos plateformes locales, on n'est même pas au courant de comment réellement l'utiliser. Il faut aller discuter avec l'opérateur et même l'expérience client pour utiliser cette plateforme. L'ingénieur est au niveau de l'opérateur. On n'a pas encore de mainmise sur ce cloud. Google nous offre toute une formation pour développer des agents IA, être sur leur cloud, utiliser leurs services pour pouvoir leur payer beaucoup d'argent. Donc, on n'a aucune souveraineté de nos données, ne serait-ce parce que lorsqu'on parle d'innovation, ce n'est pas seulement l'infrastructure, c'est aussi les process. Et qui dit process, dit formation et capacité. Capacité des ressources humaines, notion de qualité, notion de travail et notion de performance. Et dit aussi toute cette vision de développement dans 50 ans, qu'est-ce qu'on veut voir. Et donc, comment actuellement les curricula sont liés par rapport aux politiques publiques, par rapport au développement des entreprises et quelles sont les données. Même, moi je pense à un moment donné, comme on a un conseil technique de la primature, il faudrait aller s'asseoir au niveau de Amazon et au niveau de Google pour dire nos données que vous avez, comment nous pouvons nous assurer et les récupérer au niveau de ce pays. Mais derrière, il y a le renforcement de capacité encore, l'infrastructure demandée et surtout la notion de performance et d'accompagnement de nos propres Sénégalais. Parce que lorsqu'on parle de souveraineté, cela doit être l'idée par la communauté pour la communauté. Et nous, on a tendance à aller chercher ce que nous voulons vers l'extérieur. Nous allons prendre des experts extérieurs qui vont venir nous donner leur process extérieur. Nous n'avons pas défini nos propres process. Donc il y a ce travail de fond-là, pour moi, qui manque toujours lorsque nous définissons les politiques. C'est l'exécution. Et lorsqu'on parle d'exécution, il y a tous ces aspects-là que nous devons prendre en compte. Merci, professeur. Merci beaucoup. Merci pour la réponse directe et le développement. Alors, j'ai bien aimé que vous ayez pointé du doigt l'un des axes stratégiques d'une stratégie de données pour n'importe quel pays, c'est l'axe compétences. Donc, il faut former des talents et il faut former massivement. Ici, nous formons, même le peu que nous formons, en fait, on a du mal à les retenir. Donc, c'est pour cela que c'est plutôt une formation massive de 500 talents, pour être précis, qui a été, disons, proposée, et leur rétention au pays, et leur rétention. Il faut un dispositif de rétention. J'ai aussi bien noté l'obligation que nous avons, si nous voulons parler de souveraineté, d'avoir des infrastructures, nos propres infrastructures. Et ces infrastructures-là aussi, il faut avoir les moyens pour pouvoir les exploiter. La phase d'exploitation devrait nous permettre aussi de renforcer notre souveraineté. Et malheureusement, vous l'avez dit, même nos infrastructures sont conçues par des étrangers et à ce suivant, même dans ces projets-là, il y a une petite composante formation et cette composante formation-là se résume à, disons, à un niveau vraiment maintenance, opérateur, etc. Donc, il n'y a pas de sync. Alors qu'on devrait disséminer dans tous ces projets-là une forte composante de formation, mais au niveau conceptuel, pour qu'on puisse nous-mêmes, par nous-mêmes, faire les choses. Et en tout cas, merci pour votre intervention. Alors, effectivement, en fait, les institutionnels sont interpellés. Depuis assez longtemps, on essaie de trouver un bon modèle de ciblage, puisque les finances publiques sont grevées par les subventions de l'énergie. Et cette subvention-là, pour qu'on puisse bien la cibler, il nous faut non seulement un modèle, mais il nous faut des données pour pouvoir, disons, concevoir ces modèles-là. Alors, M. Cissé, je vous sais assez impliqué, en fait, dans ces aspects-là, et je voudrais que vous puissiez nous parler un peu de l'articulation institutionnelle
autour de cette question de souveraineté, parce que la souveraineté des données, tout ce qui nous permet aussi de pouvoir valoriser les données, je peux parler d'une typologie d'usage autour de l'IA, requiert aussi de l'énergie. Donc si nous n'avons pas du tout de l'énergie, on risque de ne pas avoir une possibilité de valoriser ces masses de données, pas même une possibilité de les conserver, parce que les data centers que nous avons doivent être urbanisés et ça demande beaucoup d'énergie. Monsieur Cissé. Merci, monsieur le modérateur, de m'avoir donné la parole. Comme vous le savez, la souveraineté, il faut d'abord qu'on définisse qu'est-ce que ça veut dire la souveraineté. La souveraineté des données, c'est un pays ou bien un organisme ou bien une entité qui est capable de protéger ses données dans le stockage, dans le traitement et dans le transfert. Maintenant, nous sommes, comme vous l'avez dit, au cœur de la transformation digitale à travers le ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, avec ses ressources minières, pétrolières et gazières. Mais comme vous le savez, la ressource nouvelle qui est à ce niveau-là, ce sont les données, qui est une ressource extraordinaire parce que nous tous, nous produisons énormément de données. Qui peut me dire, parmi entre les étudiants, les invités, où est-ce que sont nos données? Parce que nous tous, nous sommes sur WhatsApp, nous sommes sur Google Drive, il y a Dropbox, on ne connaît pas où est-ce que nous sommes nos données. Maintenant, dans ce siège-là, l'État a eu à mettre, comme vous l'avez dit, le New Deal technologique, avec un axe 1 qui s'appelle la souveraineté des données. À travers cela, il nous faut maîtriser d'abord les infras. Parce que, par rapport à une souveraineté, il faut qu'on maîtrise les infras. C'est-à-dire, tout ce qui concerne le stockage, qu'on puisse le maîtriser et que ça reste au niveau du pays. Maintenant, à travers cela, le gouvernement a compris. Il a mis l'ADI qui est maintenant devenu Sénégal numérique. On a construit des data centers. Il y a d'autres organismes, la Sénélec qui a un data center, pour nous permettre de pouvoir garder ces données-là. Maintenant, dans cette souveraineté-là, il y a 4 enjeux. Le premier enjeu, c'est l'enjeu sécuritaire. Parce que nous ne sommes pas en sécurité si nous ne maîtrisons pas nos données ou bien quelles sont les données qui interagissent avec l'extérieur. Parce qu'il y a certaines données qui sont, comme on dit, que les lois étrangères sur lesquelles s'appliquent ces données-là. Il nous faut un cadre légal qu'il faudra renforcer, qui nous permette de pouvoir, quand on va faire une interopérabilité ou bien des standardisations par rapport à cela, de pouvoir savoir qu'est-ce que nous allons donner, qu'est-ce que nous allons maîtriser pour pouvoir faire ce contrôle-là. Le deuxième aspect, c'est l'aspect technologique. C'est-à-dire qu'il nous faut qu'on maîtrise. C'est là où la formation, vous, ingénieurs, de pouvoir faire des solutions qui sont locales, qu'on ne puisse pas dépendre tout le temps de l'étranger. Parce que ce qu'on fait, la majeure partie, l'a si bien dit Mme Kébé, on dépend de l'étranger parce qu'il y a AWS, il y a Google, il y a énormément de, comment dirais-je, les GAFAM qu'on utilise par rapport à ça. Le troisième enjeu, c'est l'enjeu économique. Les données, maintenant, c'est de l'or. Et dans cela, ça nous permet, par rapport, comme vous l'avez dit, de faire des maintenances prédictives si on peut traiter ces données-là au niveau, je parle d'un use case au niveau, par exemple, des plateformes pétrolières, des plateformes minières, et lorsqu'on fait de la prospection géophysique et au niveau des données sismiques. Ça nous permet de pouvoir analyser ces données-là et de pouvoir les gérer de façon souveraine. Le quatrième aspect, c'est l'aspect géopolitique et politique. Parce qu'il nous faudra, par rapport à cela, si nous ne pouvons pas, nous, au niveau, par exemple, du Sénégal, de pouvoir faire des infras qui puissent nous permettre de faire, comme on dit, un cercle concentrique avec l'activité sous-régionale, avec la CEDEAO, avec l'Union africaine, ça nous permettra de pouvoir au moins discuter d'égal à égal avec les autres par rapport à cela. Mais quand on parle aussi de cela, on parle des innovations à travers l'IA, à travers les big data et à travers les objets connectés. Et tout ça nous permettront de pouvoir gérer et de pouvoir maîtriser nos données parce qu'on produit énormément de données. Sans pour même autant le savoir, on en produit énormément. Et ça, ça va nous permettre de pouvoir les traiter et dans cela permettre au niveau, par exemple, de nos institutions, de nos universités, de pouvoir
former des gens capables de pouvoir faire cela. Parce qu'il y a certaines choses, on est obligé de l'appeler. Comme vous l'avez dit, ils nous font des formations basiques, alors que nous voulons maîtriser le cœur. Comment les backbones, les câbles sous-marins et tout, pouvoir mailler l'ensemble du territoire et de pouvoir faire, parce que la transformation digitale, ça transforme l'économie du pays. Et en dernier lieu, de parler de la sécurité. La sécurité en ce moment, c'est une question cruciale. Dans le monde, nous tous, nous ne sommes pas en sécurité parce que si nous ne maîtrisons pas nos données, nous aurons toujours des problèmes. Maintenant, je vais terminer par dire la souveraineté de données, comme on l'a dit à un de mes professeurs qui nous le disait, un ingénieur ne sait pas que coder. Il doit anticiper sur les risques. C'est la souveraineté de données, c'est ce que je vais terminer par dire. C'est un bon sysadmin à l'échelle du pays. Merci. Merci beaucoup, M. Cissé. Merci pour avoir évoqué le New Deal technologique qui est aligné au nouveau référentiel Sénégal 2050, qui devrait nous projeter vers un Sénégal souverain à l'horizon 2050. Et donc c'est pour effectivement confirmer, Madame Kébé, il faut se projeter, il faut de la prospective. Mais dans ce domaine-là, la constante est très petite. C'est pour ça que c'est très important de former des compétences de haut niveau et qui sont capables de se projeter. On forme au niveau technicien supérieur, disons, dans 2 ans, en fait, il y a l'obsolescence et on aura des difficultés. Et on va être dans un cycle perpétuel de dépendance. On a effectivement le New Deal. Certainement, il y a un large portefeuille de projets de transformation digitale, etc. Et il faut aussi qu'on puisse surveiller la contamination par ces projets-là, la contamination au niveau souveraineté des données, au niveau souveraineté technologique. Nous ne pouvons pas du tout, même si nous allons drainer certainement beaucoup de milliards pour mettre en place notre techno-infrastructure, disons, de l'administration, mais en version digitale, si en termes de produits, en termes de produits technologiques, ces produits-là sont infestés de licences. Et ces licences-là ne sont pas des licences, disons, qui nous appartiennent. On aura toujours des difficultés et surtout en géopolitique, c'est très risqué d'avoir pratiquement le cœur de son système d'information, du système d'information gouvernemental qui est infesté de licences privées et que nous ne maîtrisons pas et quelquefois ce sont des licences géographiques ou géostratégiques. Je vais laisser la parole naturellement à notre Soumaré. Voilà, donc à Soumaré qui va juste se présenter pour 2 minutes, le temps en fait de refaire un petit tour avec le professeur Maïssa. Oui, bonjour à tous. Donc d'abord désolé pour le retard accusé. Donc je remplace M. Ibrahim Nova qui devait être là mais qui est empêché. Donc je suis Amadou Soumaré. Je suis ingénieur et économiste de l'énergie au ministère du pétrole, à la direction générale des hydrocarbures. Voilà, pour ce qui concerne le sujet, bon, je pense comme vous l'avez dit, donc je vais attendre peut-être le deuxième tour pour intégrer en tout cas ma participation ou répondre à d'éventuelles questions. Merci. Merci beaucoup. Alors, merci. Professeur Messa, tout à l'heure, je pense que l'ensemble des participants l'ont relevé. Il y a une question centrale autour de la formation, surtout autour de la formation d'une masse critique nous permettant d'exercer nos souverainetés. Donc on peut bel et bien avoir des vœux de souveraineté. Si on n'a pas tous les moyens de sa souveraineté en termes de compétences, ça ne servirait absolument à rien. Alors, qu'est-ce que vous pensez de l'écosystème de formation dans ces domaines-là, autour de ces domaines-là, et qui nous permettrait au moins de sortir de ce panel avec une proposition d'espace de jeu.
parce que aussi il faut de l'espace de jeu pour les jeunes. Donc on ne peut pas du tout avoir une bonne capacité de manipulation, d'exploitation des données si justement il n'y a pas de réceptacle pour leur permettre de faire des tests, du prototypage, etc. Qu'est-ce que vous proposez autour de cette question de la disponibilité, de la mise à disposition de compétences de haut niveau et leur rétention en leur aménageant des espaces de jeu pour qu'on puisse développer ces capacités souveraines? Merci. Merci beaucoup pour cette question qui rentre en ligne droite de ce que nous faisons au niveau de l'ASCII. Alors, si je devais faire l'état de compétences au Sénégal en informatique, je parle d'ingénierie informatique, je ne parle pas de tous les métiers numériques, mais seulement d'ingénierie informatique. Je dirais que le Sénégal, en génie logiciel, on a des compétences qu'il faut. S'il n'y a pas un logiciel dont le Sénégal peut avoir besoin et qui ne peut pas être développé par des Sénégalais. L'exception, c'est lorsque ces logiciels doivent être accompagnés avec du matériel électronique parce qu'on n'en produit pas. C'est la partie qui nous manque. Si on avait des usines de production de cartes électroniques, le Sénégal serait entièrement autonome sur différents aspects. Parce que sur le plan ingénierie informatique, je vous dis, Atos, quand ils sont venus s'installer au Sénégal, ils ont voulu recruter 400 ingénieurs. Alors quand ils sont venus, ils ont d'abord voulu prendre dans les universités, mais on n'en formait pas assez. Parce que les écoles n'avaient pas le même niveau. C'était principalement l'EPT, l'ESP, l'UCAD, l'UGB, et la formation à l'UADB et autres venait d'arriver. Donc ils n'avaient pas d'expérience autour de ça. Mais aujourd'hui, le Sénégal facilement peut vous sortir 500 ingénieurs par année. Mais c'est rien, hein, parce que quand on regarde les États-Unis, c'est quasiment 500 000 ingénieurs informatiques par année. Donc on a encore de la marge. Mais aujourd'hui, sur nos besoins, le Sénégal, si on a besoin demain, si on nous dit qu'on a besoin de 5 000 ingénieurs en informatique, on peut les former, on a les compétences pour les former. Maintenant, on a un défi à notre niveau en tant qu'universitaire des formations. Ce défi, c'est que les bacheliers qui nous arrivent, maintenant 85% sont des littéraires. Comment transforme-t-on un bachelier littéraire en informaticien? Notre culture francophone nous dit que c'est difficile. Mais le problème, c'est qu'en Inde, c'est ce qu'ils font. En Inde, ils n'ont pas le temps de dire on va attendre de faire les transformations au primaire pour que ça se propage au secondaire ou à d'autres niveaux. Ils disent ok, on va faire de la requalification. Et notre challenge, c'est que nos universités sont rigides, ça, il faut qu'on se le dise. Maintenant, il y a une porte à ça. Une porte qu'on peut avoir, c'est ça que je voulais dire, c'est il faudrait des certifications de requalification. Ce sont des formations qui peuvent se faire en 8 mois. On a des expériences au Sénégal. Hein. Sonatel Academy, c'est ce qu'ils essaient de faire, même si on ne sait pas encore, on n'a pas assez de recul. Mais il faut offrir la possibilité à quelqu'un, quelle que soit son filière de départ, de pouvoir dire aujourd'hui, je veux devenir un ingénieur en informatique et le devenir. Et je suis parti aux États-Unis. Il y a une université qu'on appelle Northeastern University. Ils ont créé ce qu'ils appellent un programme de master, Aligned Program. Ils ne prennent que des gens qui n'ont pas de background en informatique. Je dis master, hein? Ils ont pris des gens qui viennent de Sciences Po, de politique, de tout. Parce que moi, j'étais curieux de savoir comment ils font. Et en 2 ans, ils les transforment en des informaticiens, mais très spécialisés. Tu veux devenir un informaticien en cybersécurité? On va te faire à donf des cours de cybersécurité tels que quand tu sors, tu peux ne pas être bon en conception de bases de données. Mais dès que tu parles de cybersécurité, on va t'écouter. Je vais terminer par quelque chose qui m'interpelle par rapport à tout ce qui a été dit. Excusez-moi. Je vais le dire. C'est pour moi, il ne faut pas faire peut-être l'amalgame entre la souveraineté sur les données et la nécessité d'avoir toutes ces données en local. Parce qu'on n'a pas l'énergie nécessaire pour le faire. Il faut le reconnaître. Notre production énergétique au Sénégal ne nous permettrait pas d'avoir un data center qui offre les mêmes services que Google. Ce qu'il nous faut,
c'est la capacité d'agir sur nos données, même à l'étranger, quand elles sont à l'étranger. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que fait l'Europe. Hein. Les données européennes sont sur le cloud aussi. Hein. Mais ce qu'ils parviennent à faire, c'est quand ils peuvent, ils garantissent l'énergie au niveau local. Quand ils ne peuvent pas, ils laissent les données partir, mais en garantissant qu'ils ont le pouvoir d'agir sur ces données. Excuse-moi, il faut que je termine ça. La dernière chose pour l'autonomie, c'est se poser la question, est-ce que l'État veut être autonome? Je vais donner quelques exemples pour qu'on sache. Avant le Covid-19, nos données de santé sont dans une plateforme qui s'appelle le DHIS. Et je pense qu'il le connaît. Hein? Voilà, le DHS2. Le DHS2 est aux États-Unis. Les données sont aux États-Unis. Et je peux vous compter 10 entreprises qui sont capables de vous développer un logiciel dossier patient. Mais tous ont des problèmes pour accéder au ministère de la Santé pour l'avoir. Nos données Covid, ça a été la même chose. Les données Covid, les gens ont évité de parler du problème, mais c'était aussi stocké aux États-Unis. Nos données aujourd'hui sur les passeports ou l'état civil, c'est Civipol qui le développe. C'est une structure étrangère, alors qu'on a plein d'entreprises, dont Gaindé 2000, qui ont largement la capacité de le faire. Donc c'est bien de dire on a des politiques, on a des stratégies. Mais la question c'est est-ce que l'État veut faire? Dernière chose, pour résoudre ce problème, pour moi, ce sur quoi il faut s'attaquer, pour moi, ce sont les processus de passation de marché. Parce que de fait, il exclut les entreprises et les startups qui sont en naissance en leur exigeant des conditions financières qu'ils ne peuvent pas avoir, qu'ils ou elles ne peuvent pas avoir. C'est la même chose qui fait que moi, en tant que coordonnateur du CMIT, je vais acheter des tables en Turquie qui sont de moins bonne qualité que l'artisan qui est à côté, juste parce qu'il a besoin que je puisse lui avancer de l'argent et que c'est interdit. Je vous remercie. Merci beaucoup. Bon, je suis heureux qu'il ait ce ton-là, parce que vous pouvez bien comprendre que ça me facilite la tâche. Alors, merci beaucoup pour cette intervention. Alors, j'avais voulu, d'ailleurs, que vous parliez un peu plus de l'espace de jeu qu'on devrait réserver à nos étudiants, et surtout pour leur permettre d'avoir ces compétences-là. Et on comprend bien, effectivement, que quand on parle de souveraineté, c'est à tous les niveaux. Okay? C'est à tous les niveaux. Tout à l'heure, j'avais parlé des marchés, en fait, de l'utilisation du secteur privé dans la mise en œuvre des politiques publiques, dont le New Deal. Donc, si les marchés sont exécutés par des sociétés étrangères, il va de soi que, disons, on perde un pan de notre souveraineté. De toutes les manières, on ne peut pas du tout parler de transformation systémique, de souveraineté, sans prendre le risque de protéger, disons, l'entreprise sénégalaise. Il faut qu'on ait un statut pour l'entreprise sénégalaise et qu'on choisisse de dire, écoutez, pour tel ou tel autre secteur, nous prenons, disons, le choix de ne mettre que des entreprises sénégalaises. Par contre, il y a un problème de mindset. Dans ce pays-là, il y a une forte difficulté liée aux valeurs. Il y a eu des entreprises sénégalaises qui ont été naturellement, disons, privilégiées, etc., et qui, malheureusement, en fait, n'ont pas joué le jeu. Donc, c'est aussi un problème qui est profond chez nous. On fait confiance à des entreprises sénégalaises, malheureusement, assez souvent, donc, il y a des difficultés. C'est pour ça que le Djoub du Bonté aussi doit être systémique. Il faudrait qu'on accepte aussi que si on prend le risque, parce que ça aussi c'est un risque, de miser sur du potentiel local, je dis bien potentiel local, parce qu'il nous manque des choses. On complète effectivement par des compétences étrangères ou par des accords stratégiques, disons, avec certains pays. Et c'est pour nous permettre, pour un temps bien déterminé, d'avoir cette capacité, cette autonomie à dérouler les choses par nous-mêmes. Je veux faire simplement un clin d'œil à la situation que nous venons de vivre entre l'Iran et Israël. L'Iran a pu développer des capacités endogènes, une souveraineté scientifique et technologique presque totale.
dans une période où pratiquement toutes les frontières étaient fermées. Ils étaient dans une période d'embargo. Donc rien ne vaut effectivement cela, mais ça demande des sacrifices. Est-ce que les Sénégalais sont prêts à prendre ce sacrifice-là? Je pense que oui. Il suffit tout simplement qu'il y ait ce leadership. Il suffit tout simplement aussi qu'on leur torde le bras pour qu'on puisse y arriver. Parce que si on le fait aussi pour les générations futures. Donc je vais revenir chez Kamal, donc pour vous demander en fait, je pense qu'il y a une d'accord. Donc voilà, donc je vais revenir. Donc je pense qu'on pourra le faire avec les questions. Il me semble que le temps est épuisé. Hein? Non, il me reste une trentaine de minutes. Non, c'est bon. Voilà, mais contribution du public. Parfait, c'est bon. Donc alors, dans cette salle, nous avons un collègue aussi, professeur d'université juriste, donc qui va certainement parler. Donc, professeur Messa, je pense que ce serait bien qu'on puisse avoir le directeur de cabinet du ministre, parce que c'est un juriste qui pourra intervenir sur la partie juridique. C'est vrai que nous avons notre CDC, notre CDP, mais ça ne suffit pas. Notre législation, notre corpus juridique et réglementaire est très incomplet pour nous permettre d'avoir un statut pour les données, aussi bien sur toute la chaîne de valeur, depuis le stockage jusqu'à l'exploitation et la mise à disposition décisionnelle. Voilà, je vais vous laisser juste le temps d'intervenir par rapport à cette thématique, parce que je pense que la dichotomie ou la contradiction apparente entre innover et sécuriser dans un contexte d'un monde qui a une constante très petite, où pour des questions de sécurité nationale, il faut trouver tout de suite une solution, et c'est arrivé avec les JO de Paris. Il a fallu sauter parce que les Français sont très conservateurs quand il s'agit de réglementation. Non, il ne faut pas tout qu'on touche à nos données. Mais pour des questions de sécurité nationale, ils étaient obligés de forcer l'utilisation en fait de certaines données en temps réel pour pouvoir justement sécuriser les différentes zones qui étaient pratiquées par les participants. Je vous laisse la parole, professeur. devrait également voir toutes les immobilisations. Et un problème qui a été posé, que j'avais moi-même adressé, et sur lequel je reste toujours sur ma fin, c'est qu'aujourd'hui, comme au ministère de l'Énergie, les aspects économiques de ça. Ça pose déjà un premier problème. Et sur le cas également, et je voudrais en venir que toutes les données, par exemple dans le secteur minier comme dans le secteur des hydrocarbures, vous êtes aujourd'hui sur Yakar Teranga, GTA c'est déjà bien lancé, Woodside c'est déjà bien lancé, mais toutes ces explorations-là qui ont été déjà élaborées, et qu'on appelle un peu les coûts historiques, demain peut véritablement, même si l'investisseur ou l'explorateur repart, c'est des centaines de milliards qui sont véritablement. Donc, en termes d'économie et de richesse de notre pays, je pense que, monsieur le conseiller du Premier ministre, il y a véritablement, on se croit parfois pauvre, mais on est extrêmement riche sur beaucoup d'aspects. Et je crois qu'il ne va pas me démentir. Aujourd'hui, je pense qu'en France, le problème qui vient de poser un moment est que les fichiers, même certains fichiers, ne devraient pas être classés dans le. Parce que derrière chaque fichier, vous l'avez dit, il y a le comportement d'un homme, il y a une économie qui est derrière cette personne. Son comportement, son vécu, c'est toute une économie que vous pouvez développer. Donc ça, c'est vraiment les aspects économiques que je voudrais dans tous nos calculs qu'on puisse valoriser
capitaliser toutes ces données-là qui sommeillent et qui constituent véritablement une mine d'information. Maintenant, le deuxième aspect sur la réglementation communautaire, ce que je peux vous décevoir, c'est qu'aujourd'hui, est-ce qu'il est possible même de réglementer? C'est ça un débat qu'il faudra vraiment poser. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui de réglementer? Est-ce qu'aujourd'hui, la meilleure façon de se protéger, est-ce qu'il est sans mûrir? Est-ce même possible? Vous connaissez l'espace numérique est devenu un espace qu'on appelle un espace géostratégique, géopolitique. La géopolitique, ce n'est plus la terre, ce n'est plus les relations entre les océans. Il est apparu un espace qui est virtuel dans lequel tous les enjeux aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui entre Israël et Iran en dit non, les États-Unis en diront aujourd'hui la guerre, ce n'est plus d'avoir des soldats avec des fusils, ce n'est pas de déployer 1 million de soldats, non, la guerre a complètement changé de nature. Cela m'amène à dire quoi? Cela m'amène à dire que développer une législation nationale. C'est pourquoi je voudrais que ces questions soient adressées au niveau communautaire, au niveau international, pour qu'on ait un régulateur, mais à l'Internet, c'est quasi impossible aujourd'hui de pouvoir neutraliser effectivement toutes les malveillances qui entrent sur le plan juridique de les contenir. C'est un débat que je pose, en tout cas que la loi d'orientation pourrait adresser. Merci. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur. Donc on va revenir dessus. Je pense que, bon, on va laisser un peu peut-être quelques questions, 2 questions. Alors, je signale aussi que nous avons, je pense qu'au niveau des panélistes, on est 6. Ben, en réalité, on est 7 panélistes. Parce qu'il y a 4 députés aussi qui participent, disons, au panel. Et je suis presque sûr que certains participants l'utilisent fortement pour traiter les mêmes thématiques. Alors, c'est pour ça que c'est toujours très enrichissant avec des panélistes d'avoir des réponses qui sont issues, en fait, de leur vécu. C'est important, c'est ça qui est beaucoup plus important. Donc, essayez plutôt d'interagir avec eux en leur posant des questions par rapport à leur vécu. D'autant que sur certaines questions juridiques, vous pouvez demander à 4 députés qui va vous dire, qui va vous donner la bonne réponse. Il faudra demander aux intervenants d'être concis, précis. Le temps est une ressource non renouvelable. Question. Avec, donc, il y a une main ici, professeur. Bonjour, merci beaucoup. Et tout d'abord, je remercie quand même ce panel qui est très riche, très intéressant et avec beaucoup d'informations partagées. Alors moi, je voulais juste intervenir par rapport à la formation. Je me présente rapidement, c'est le professeur Idriss Agaï, je suis enseignant-chercheur à l'université Iba Der Thiam de Thiès, à l'UFA des sciences et technologies, au département informatique. Alors donc cette réflexion, moi, la question que je me pose, c'est par rapport un peu aux efforts déployés pour quand même améliorer les formations, élargir les quartiers de formation au niveau de nos universités et de nos écoles d'ingénieurs. Mais un constat est là. Nous avons 2 processus antagonistes. Un processus de génération avec une formation massive d'ingénieurs informaticiens, mais opposé par un processus de recombinaison avec l'Europe, les États-Unis, le Canada qui nous récupèrent également nos étudiants. Donc aujourd'hui on parle de souveraineté numérique, mais si tous les étudiants que nous formons, 80% de ces étudiants trouvent de la place ailleurs, il y a un problème. Donc je pense que le prof Meïssa l'a dit, il n'y a pas aujourd'hui un réceptacle solide capable donc de retenir ces étudiants que nous formons, que ces étudiants ne soient pas séduits par ailleurs. Je pense qu'il faut, le président Abdoulaye Wade l'avait fait en octroyant aux ingénieurs informaticiens des indemnités qui quand même les motivent pour qu'ils restent dans ce pays. Alors nous avons fait l'expérience, si vous faites des statistiques, presque 80% de nos étudiants, ils partent en Europe après. Le constat est là, l'Europe est déficitaire. La France, rien que la France, est déficitaire de 10 000 ingénieurs par an. Donc ils sont capables de récupérer tous ceux que nous formons. Je pense que la réflexion doit être aussi orientée dans ce sens-là. Merci. Je vous remercie.
Question, s'il vous plaît. Et parmi les étudiants, il n'y en a pas? Il n'est pas étudiant. Allons-y. Très heureux de te retrouver. Merci beaucoup. Et je remercie vraiment la brillante présentation. Et la thématique, elle est vachement intéressante et d'actualité. Je vais essayer d'être aussi concis que possible. Je me mets à la place d'un citoyen lambda dans un pays X. Je me présente. Je suis Ramsès Debas, directeur de recherche à l'IRD. Donc, je me mets à la place d'un citoyen lambda en 2025 qui se trouve dans tel pays ou tel autre pays. Imaginons que le pays en question a réussi à mettre en place un data center pour stocker éventuellement la donnée que je choisis de mettre ou pas. À côté, on a tout ce qu'on peut appeler GAFA, tout ce que vous voulez. Il y a aussi une relation de confiance. C'est moi qui décide. Faites ce que vous voulez, à moins que cet État ne soit un État tyrannique. Ce sera à moi de décider soit de confier ma donnée dans cet État où je me trouve, ou de la confier ailleurs. Cette vision ne changera pas. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que nous, par exemple, on ne devrait pas plutôt être, avant même de dire souveraineté, tout ça, sensibiliser nos populations? J'ai mon fils ou ma fille, est-ce que je ne devrais pas commencer à lui dire, ben tiens, quand tu as un téléphone portable, on te demande de le déverrouiller avec ton empreinte digitale. C'est vrai que c'est facile à faire, mais le mieux, ce serait de taper 4 chiffres. Je préfère que tu te trompes, tu oublies le code et qu'on jette le téléphone, que de facilement mettre ton visage ou ton empreinte digitale comme ça parce que tu ne sais même pas où c'est. Que ce soit stocké dans l'État ou même chez le GAFA, ça restera un problème de confiance. Il y a d'abord que nous, on doit prendre conscience du fait que notre donnée nous appartient. Il y en a, et c'est nous qui choisissons à chaque fois de la partager parce qu'on nous a mis dans une sorte de facilité comme ça à la partager aussi simplement que ça. Donc demain, on aura M. Niang, tout ce que tu veux pour stocker la donnée au Sénégal. Mais si derrière, il y aura toujours une relation de confiance, c'est moi qui vais décider de soit la stocker au Sénégal, soit de la stocker à Google. Ce sera toujours à moi de décider de ça. Qu'est-ce qu'on fait pour changer le paradigme? Merci beaucoup. Merci, très bien. Étudiants, intervenants. Bon, on avait demandé une fois une femme et c'est un homme qui avait levé la main. Je demande étudiant, j'espère que vous êtes étudiant. Vous êtes étudiant? Alors, bonjour à tous, je suis El Hajibou, élève ingénieur en fin de formation ici à l'école polytechnique de Thiès en informatique et télécommunications. Merci aux panélistes pour leurs interventions intéressantes. Alors moi j'avais une question, donc quand on parle de souveraineté des données, au Sénégal nous avons une infrastructure qui est ampliée, le data center de Diamniadio. Donc ravi de voir qu'on a un CT du PM ici présent. Où en sommes-nous avec cette infrastructure qui reste un pilier de la souveraineté du Sénégal en matière de données? L'autre question, peut-être plus une intervention, c'est que Madame l'a dit, ils essaient de stocker leurs données ici au Sénégal le maximum possible, mais ils rencontrent des problèmes de scalabilité. Comme tous les étudiants qui ont des projets et qui essaient de développer des choses. Souvent, quand on parlait de souveraineté, dans les panels que j'ai assistés, il y avait deux questions qui étaient soulevées. La compétence, l'infrastructure. Aujourd'hui, je me dis qu'il n'y a plus raison de poser ce problème de compétence. En tout cas, ici à l'école polytechnique de Thiès, la compétence est là. La question est, où en sommes-nous en termes d'infrastructure? Et si on ne peut pas se procurer cette infrastructure-là maintenant, pourquoi pas ne pas penser à des alternatives comme le cloud de confiance? Stocker nos données ailleurs, mais avoir la même mise à travers des négociations que bien sûr l'État pourra mener. Merci beaucoup. Merci. C'est bon? Oui, j'ai pas vu de main de... Il y a une jeune fille devant. Juste. Ah, voilà. Elle a déjà un micro. Bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Aossa, je suis élève ingénieur en 4e année de formation ici à l'école publique de Thiès en informatique et télécom. Alors, j'ai hésité un moment à prendre la parole du moment où le professeur Maïssa a dit tantôt qu'il serait peut-être impossible aujourd'hui de régulariser. Et en tant qu'élève en IT, on a eu la chance dans le département d'assister à un cours d'informatique dans le domaine. Mais le constat que j'ai fait personnellement, c'est que c'était des lois qui n'étaient pas trop à jour aujourd'hui. Et ma question c'est, comment faire aujourd'hui pour que ces lois-là, en tout cas, évoluent au même rythme
que le monde de l'IT, parce qu'on a vu que la donnée aujourd'hui est essentielle, c'est presque la ressource en informatique. C'est un monde qui évolue très rapidement. Alors comment faire pour que ces lois-là ou que la justice puisse évoluer en tout cas au même rythme que ce monde-là de l'informatique? Merci. Merci beaucoup. Dernier intervenant. Ouais. Oui, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Bonjour, merci aux panélistes. Je m'appelle Thierry Nessem, je suis enseignant-chercheur à l'ENSA. En fait, je vais, en entendant le débat, parfois on a l'impression, on parle de cloud, donc on est sur les nuages. Je reviens sur Terre. Quelle est la plus grande base de données qu'on a au Sénégal, à laquelle on peut avoir accès? C'est l'état civil. On a parlé de modernisation ou de digitalisation de l'administration. Mais qui n'a pas besoin de chercher un extrait de casier judiciaire? Pour avoir un extrait de casier judiciaire, vous allez déposer le matin. On vous dit, vous revenez dans une semaine. Alors que beaucoup de mairies, en tout cas à Dakar, ont au moins digitalisé les états civils. Donc, on peut tout simplement déposer le matin, ils ont juste à imprimer. Et c'est disponible. Mais on continue à être sur ce, disons, sur ce cursus, on vous fait venir et nous avons besoin, c'est-à-dire que comment faire pour que l'administration se modernise? Tout à l'heure, on a parlé d'avoir accès aux bases de données, mais l'état civil, c'est la base de données la plus importante. Quelqu'un qui naît, il va à l'état civil. Quelqu'un qui meurt, il va à l'état civil. Donc voilà un peu les éléments, en fait, son parent. Donc, excusez-moi. Donc vraiment, moi, c'est ça, c'est le basique. Comment ma maman fait pour aller chercher un certificat d'individualité? C'est ça. Donc moi, c'est vraiment ce basique-là sur lequel je veux attirer votre attention. Merci beaucoup. Alors, il est basique en ce use case, mais en même temps, ça traverse en fait tous les aspects en fait, de notre thème. Parce qu'il y a effectivement un fort relent de souveraineté sur l'état civil. C'est même des données stratégiques. Okay, et c'est important. Alors, je vais laisser aux panélistes le soin. C'est juste, chacun a juste 1 minute. Hein. Donc, pour tenter de répondre. Je sais que je fais des erreurs là, parce qu'il y a M. Fall qui est très content, parce qu'il contrôle le chrono. Alors, je commence par M. Kamara. Autour du cadre réglementaire, le professeur Maïssa a dit que c'est impossible. Et moi, ça m'intéresse. À chaque fois qu'on dit que quelque chose est impossible, c'est intéressant. Allez, M. Kamara. Oui, merci, monsieur le modérateur, de m'avoir donné la parole. Effectivement, la réglementation, elle est très difficile, très complexe. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un domaine qui est sans cesse évolutif. Et j'ai eu tout à l'heure à le dire, en fait, dans l'aspect académique, régulatoire, structurel, mais aussi fonctionnel. Et en fait, de ce point de vue, j'ai également parlé d'un auteur qui a fait un magnifique traité de légistique, parce que la légistique, c'est un peu l'art de concevoir la loi. Et en fait, lui, il parlait vraiment de la légistique à l'ère du droit souple. Parce que nous, on a au Sénégal la fâcheuse habitude d'avoir des lois qui durent très très longtemps, 60 ans, 62 ans. On a dans notre corpus vraiment ces carences-là qu'il nous faut corriger. Et malheureusement, ces carences-là ne sont pas adaptées au domaine du numérique. Je vais rebondir un peu sur l'aspect état civil, justement, parce que vous l'avez évoqué, et j'ai eu la chance, justement, de travailler dans le cadre du projet NECAL, qui est un peu le projet qui participe un peu de la numérisation de l'état civil.
Et de façon anodine, là, j'ai été dans un centre d'état civil. J'ai vu que les ordinateurs et les machines sont tous empaquetés avec l'enseigne NECAL. J'ai demandé à l'officier d'état civil pourquoi vous n'utilisez pas ces machines. Elle me dit déjà, on ne peut pas enregistrer des données d'état civil sans connexion. Premier problème. Or, la connexion fait souvent défaut. Imaginez-vous quelqu'un qui est à Fongolémie, qui n'a pas, même pour la 3G, c'est très difficile, encore moins la fibre, qu'il puisse enregistrer un peu les données d'état civil. Après, elle me dit également, bon, la machine, elle est très lente, etc., etc. Ce qui rejoint un peu tout à l'heure les propos de M. Mbaye par rapport à l'aspect marché public, parce que justement, j'ai une certification en passation de marché Banque mondiale, parce qu'en fait, dans ce domaine, effectivement, on lance des marchés sans pour autant les co-construire. C'est-à-dire, la co-construction, c'est quoi? C'est-à-dire, avant de donner à un bénéficiaire des ordinateurs, des machines de numérisation et tout, ce serait bien a priori de l'impliquer dans le processus, qu'il sache un peu de quoi il s'agit, qu'il exprime ses besoins, parce que ces paramètres-là, il y a des paramètres que peut-être si il avait exprimé ab initio par rapport à la problématique de la connexion, peut-être que dans le cahier des charges qui a conçu le logiciel, on aurait pu prévoir un logiciel qui n'a pas besoin de connexion pour enregistrer les données d'état civil. Okay. Juste pour finir, un dernier point. Effectivement, je pense que c'est la dame l'étudiante en 4e année qui a posé la question par rapport à la législation, par rapport à la souveraineté. Moi, mon problème va au-delà. Mon problème, c'est un peu une souveraineté judiciaire. Aujourd'hui, au Sénégal, de ce point de vue, on est très en retard. J'avais, lors des assises de la justice, adressé une note en parlant de la nécessité d'une souveraineté judiciaire. Or, aujourd'hui, la plupart de ces entités, Facebook, Google, etc., ils ont des clauses en miniature de telle sorte qu'ils te disent tout litige issu de ce contrat sera soumis à la compétence du juge californien. Okay. Donc, alors qu'en France, ils ont résolu le problème depuis 1948 avec l'arrêt Patignon, où ils disent que dès l'instant où le demandeur ou le défenseur est de nationalité française, le juge français, il est compétent. Or, nous, il nous faut vraiment instaurer ce protectionnisme judiciaire pour renforcer un peu notre souveraineté judiciaire et par ricochet notre souveraineté économique et notre souveraineté des données. Je vous remercie. Merci, M. Kamara. Madame Kébé. Alors, moi, je vais répondre sur la partie fuite des cerveaux qu'a abordé le premier qui a posé la question. Je pense, en fait, la question c'est, est-ce que nos apprenants, nos étudiants, ils ont une vision claire des différentes entreprises et des besoins en compétences de ces entreprises? Ça, c'est la première question. C'est logé où? C'est centralisé où? Dans cette vision où il y a des politiques, il y a des stratégies qui sont définies, est-ce que les compétences dont a réellement besoin, que ce soit le secteur public comme le secteur privé, a été défini quelque part avec des grilles de salaire? Donc, tout ce manque d'informations est disponible. Par exemple, moi, si je veux aller au Canada, je sais exactement pour chaque poste combien je serai payé. Ils m'ont donné les renseignements où je peux vivre, combien coûte ce coût de la vie par rapport à mon salaire. Et c'est juste en fait de l'illusion qu'on leur vend, parce qu'on se rend compte que les 500 000 qui sont très petits ici, en fait c'est la même chose que vous avez là-bas pour 3 000 $, parce que le reste c'est des impôts. Et donc vous vous retrouvez pris au piège dans un pays extérieur, mais ils n'ont pas encore l'information. Et cela nous pose la question de la sensibilisation dont parlait le directeur de l'IRD, où nous devons, je pense au Sénégal, on a un réel problème de ressources humaines. On veut le changement, mais nous, on ne veut pas changer. Et lorsque nous avons un problème, c'est toujours la faute de l'autre et c'est la faute de l'État. Mais pas nous, ce qu'on veut faire pour contribuer. Et cela est un réel souci au niveau des entreprises. Nous avons un problème de performance.
Donc, nous ne pouvons pas être compétitifs en termes de rapidité et de performance. Vous allez aux États-Unis, vous avez le directeur IT qui va travailler 12 heures de temps. Ici, la personne est en train de chronométrer entre 8h et 17h comment il va faire pour rentrer le plus vite. Donc, on a un réel souci d'engagement, de don de soi pour arriver à atteindre une vision. Et ça, tant que nous ne l'avons pas résolu, ce qu'ils refusent ici, vous tous les jeunes, ce que vous refusez pour les entreprises sénégalaises et l'État en termes d'engagement, vous allez l'accepter pour des entreprises américaines. Et vous allez faire pire en donnant tous vos impôts sans aucune culture d'avenir au sein de votre pays. Et donc, vos enfants, si vous l'imaginez, et ça c'est une sensibilisation que j'adresse à tous, si nous imaginons nos petits-enfants devenir des Américains et des Canadiens, c'est bon de prendre la décision de partir. Si nous voulons et nous tenons à une culture que nos mamans et nos grands-pères nous ont donnée, je pense que ce repensement de soi et ce don de soi pour la patrie prend tout son sens. Merci. Merci beaucoup. Alors, donc, je vais de l'autre côté. Juste, M. Soumaré, 1 minute, hein, parce qu'on m'a signifié qu'en réalité, il ne nous reste que 3 minutes. Désolé. Bon, merci beaucoup. Donc, je pense que c'est une question qui a été soulevée par le professeur Diakhaté. Effectivement, donc, pour ce qui concerne les données du secteur pétrolier, donc, je pense qu'aujourd'hui, voilà, je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, le cadre, disons, réglementaire, institutionnel, donc il est clair, il est là. Donc, pour garantir nos données, je pense que c'est la raison pour laquelle l'État impose la participation de Petrosen, la société nationale, donc en collaboration avec les sociétés étrangères dans les opérations pétrolières. Et au même titre que les opérations pétrolières, donc la société nationale a accès à ces données, les stocks, et disons, voilà, les sécurise à sa façon. Donc tout ce qui est données sismiques, données de forage aujourd'hui, donc c'est des données qui sont consultables au niveau de Petrosen. Du point de vue juridique également, je pense que c'est clair, le code le dit, les contrats le disent, donc les données appartiennent à l'État. Maintenant, effectivement, il y a des innovations qui sont nécessaires pour que le partage des données se fait à temps réel, parce que ça c'est un problème principal qui est noté. Aujourd'hui, je pense que du point de vue technologique, on devrait en tout cas penser à innover, avoir des capteurs qui permettent à l'État, au même titre que les opérations pétrolières, d'avoir accès à temps réel à toutes ces informations, à vue de les exploiter de façon très claire. Merci. Et voilà, donc, bon, c'est pas fini, mais je pense que... Merci. Je comprends que ça soit frustrant, mais bon. Merci beaucoup. On a un gendarme qui est très performant et qui... Alors, monsieur, professeur Messa, juste pour 1 minute, parce que je sais que tu es capable. Non, Bon, je vais parler de la fuite des cerveaux pour expliquer que on a misé sur 2 choses pour offrir de l'emploi en informatique. Il y a l'entrepreneuriat et le recrutement. Pour l'entrepreneuriat, le problème qu'il y a eu, c'est qu'on a des étudiants qui sont brillants, qui ont des produits, qui font tout. On les met dans des incubations entrepreneuriales. C'est principalement de la formation. Quand on dit accompagnement, c'est de la formation. Ils arrivent à un moment où ils ont besoin d'argent pour grandir. Au lieu de leur donner de l'argent, on les fait entrer dans un autre cycle de formation et 80% finissent coach en entrepreneuriat. C'est devenu le premier métier des entrepreneurs. Le deuxième, c'est le recrutement en entreprise. Le problème qu'il y a eu, pendant longtemps, quand j'étais chef de département, je suis venu en me disant que le problème qu'on avait, c'était que nos étudiants n'avaient pas les compétences qu'il fallait. Je suis allé voir le président de l'Optique, Office des professionnels des TIC, pour lui dire l'organisation. Pour lui dire, mais quelles sont les compétences dont nos étudiants ont besoin et que vous ne voyez pas? Il m'a dit, Maïssa, ne te fatigue pas. Vos étudiants sont bons à l'UGB, etc. Le problème, c'est qu'on n'a pas de marché. Si on a des marchés aujourd'hui de 1 milliard et qu'il nous manque des compétences, on va former les gens. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Moi, je vais intervenir sur l'état civil et sur le cadre légal.
Le professeur l'a dit, est-ce qu'on peut légiférer? Moi, je dis, est-ce qu'on ne doit pas être en mode agile par rapport au cadre? C'est-à-dire qu'avec l'informatique, ça passe tellement vite. C'est pour ça qu'il faudra mettre un cadre, le renforcer et de façon agile. S'il y a effectivement des choses à faire, et de se rencontrer et de pouvoir le faire, parce que des fois, il y a des lois qui sont obsolètes. Parce que là, il y a une loi qui est la loi de 2008 sur la protection des données. Maintenant, il y a beaucoup d'évolutions depuis lors. Il faudra qu'on mette un cadre qui est agile par rapport à ça. Le deuxième aspect, c'est par rapport aux états civils. Je voudrais dire au professeur qu'avec Sénégal numérique, il a eu à mettre des espaces au niveau de l'ensemble des régions pour l'accès aux informations, aux actes civils. C'est-à-dire que lorsque vous êtes à Dakar, vous avez la possibilité, si vous êtes né à Kédougou, de faire la demande à l'État, au Sénégal Service de Dakar, et au niveau du Sénégal Service de Kédougou de pouvoir donner. Mais il y a un cadre qui est mis pour que l'ensemble de ces actes puissent être transmis. Maintenant, il y a un autre problème, ce n'est pas tous les actes, parce qu'il faut, comme on dit, il y a toujours, on revient sur le cadre légal. Il faudra que tous nos textes soient harmonisés pour intégrer la transformation digitale. Et il y a énormément de textes qui n'intègrent pas cela. Et ça nuit à cela. Merci beaucoup. Merci. Alors, donc, vous allez me permettre juste de conclure et de remercier l'ensemble des panélistes pour leur intervention et les participants pour leur prise de parole. C'est vrai que c'est frustrant parce qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels nous avons du vécu. En fait, vous parlez de Sénégal numérique, mais on maîtrise. Donc, je pense que même le professeur Guissé était en train de sourire quand vous parliez des espaces Sénégal Service. Parce qu'on a eu à conduire ensemble une mission de réingénierie, en fait, d'une partie de la plateforme Teledac, qui ne satisfait pas du tout les citoyens. Donc, il faut vraiment le dire. On a, jusqu'à présent, par rapport à la mise en œuvre des politiques publiques, jusqu'à présent, on n'a pas une centralité autour du citoyen. Et ça manque dans la conception de l'essentiel des politiques publiques. Et aussi, on n'a pas du tout, on n'avait pas eu, jusqu'à présent, une approche orientée résultat et surtout avec des indicateurs d'impact. Les indicateurs d'impact, ce n'est pas tous les PIB, ce n'est pas le déficit, etc. C'est vraiment à l'échelle du citoyen. À l'échelle du citoyen, c'est besoins primaires. Est-ce que ces besoins primaires-là ont connu une amélioration? Et par rapport à la réglementation, prof, on est obligé de légiférer. Si on ne le fait pas, c'est comme si on a un pays qui n'a pas de loi. On est obligé. Et cette complexité-là a été déjà adressée par certains éminents collègues, professeurs d'université, et qui, justement, donc, vont certainement beaucoup, disons, impacter pour qu'on puisse avoir de la réglementation. Il y a des projets, en fait, de loi. Nous avons aussi même des décrets d'application qui sont prévus. Même pour la gouvernance des données, pour cette gouvernance des données, il y a un aspect qui nous manque. Au Sénégal, nous n'avons pas du tout une sorte de X-opérateur de données qui permettent à l'écosystème de pouvoir utiliser, disons, non seulement de disposer de données de qualité, parce qu'il faut que ces données soient de qualité, et puis de pouvoir les utiliser et de cotiser encore dans, disons, l'enrichissement de notre open data. Il faut qu'on puisse avoir de l'open data national. Il faut aussi, naturellement, qu'on puisse développer des compétences et de trouver un moyen. C'est pour ça que je parlais en fait de terrain de jeu, de les retenir. Les retenir, les jeunes d'aujourd'hui, quelquefois, ce n'est pas seulement le salaire qui les retient. C'est les challenges. Il suffit, en fait, nous avons eu à faire l'expérience. Effectivement, à partir d'un certain moment, on se disait que tous nos élèves ingénieurs d'IT, quand ils sont diplômés, ils partent à l'étranger. Et puis, chaque 2 ans, on a l'habitude de mettre à jour une enquête d'efficacité externe du département d'IT. On se rend compte qu'ils reviennent pour la plupart du temps. Parce que dans certains domaines, c'est ici où se trouvent les challenges. En Afrique, les enjeux, c'est ici, ce n'est pas ailleurs. Ailleurs, ils sont déjà dans un espace très régulé, donc avec tout ce qu'il faut. Mais les niveaux de complexité et les challenges, même en termes de recherche, innovation, quand on parle d'IA de confiance, j'ai bien aimé aussi le terme confiance, quand on parle d'IA frugale, parce que nous n'avons pas beaucoup d'énergie, c'est bien qu'on revienne ici, qu'on trouve du terrain de jeu pour
vraiment permettre à ce qu'on puisse, disons, user de ces données pour notre développement. En tout cas, merci pour l'opportunité d'échange et merci au public pour votre attention et votre, disons, intérêt à ce sujet-là. Merci. Je vous donne la parole. Merci, monsieur le modérateur. Merci, professeur Oumar Niang, conseiller technique du Premier ministre. Merci, professeur Messambey, monsieur Ousmane Sissé, merci beaucoup. Le représentant de monsieur Noba, merci, madame Ndeye Amikebe, merci, monsieur Insa Kamara. Alors, sans tarder, il y aura une photo de famille des panélistes. Et il y a des cadeaux prévus par la présidente du comité d'organisation, professeur Thiam, Ndeye Thiam. S'il vous plaît, les cadeaux, ce sera donné par Adja Diène. Ok, Léopoldine. Allez-y, monsieur le modérateur et madame, messieurs les panélistes. Alors, je précise qu'il y a une pause café qui est prévue jusqu'à 11h45. Hier, il était difficile de vous faire revenir après la pause. Et de grâce, il faudra revenir avant 45. 2 minutes au moins avant 45. Alors, merci beaucoup. Les invités sont invités à...